projeté en Guinée-Conakry au moment de la pandémie Ebola. On considère que la santé du militaire, c'est une priorité pour l'atteinte de l'objectif opérationnel. Un militaire qui a mal au dos, il porte pas son sac. Un militaire qui pleure, il porte pas une arme. Vous êtes nommé copilote d'une mission ministérielle sur la santé des professionnels de santé, entre la visibilité, entre guillemets, de producteurs de contenu et puis la visibilité politique, il y a un gap. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Quand j'étais infirmière, je me souviens très bien de ces journées où l'on tient. On ne s'arrête pas, on repousse la fatigue, on ignore les signaux du corps et on finit le service coûte que coûte. Et on appelle ça être professionnel de santé. Mais à quel moment a-t-on décidé que prendre soin des autres devait passer avant prendre soin de soi ? Parce que derrière chaque soignant épuisé, il y a une équipe fragilisée. Et derrière chaque équipe fragilisée, il y a un système qui vacille. Alors on peut continuer à parler de moyens, on peut continuer à parler d'organisation, mais si ceux qui soignent ne vont pas bien, rien ne tient durablement. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment faire tenir le système, mais comment protéger ceux qui le font tenir. Ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est une question structurelle, culturelle et presque politique. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu envie d'inviter Alexis Bataille-Imbert, parce que son parcours raconte quelque chose de rare. Il a vu le soin, mais il a vu aussi le pouvoir. Il fait partie de ces profils qui comprennent le terrain et les mécanismes de décision. Aujourd'hui, il travaille sur un sujet qui nous concerne tous, la santé des soignants, pas comme un slogan, mais comme un enjeu central pour l'avenir du système de santé. Bonjour Alexis. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode, bien sûr, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours qui est très riche, on va le découvrir, mais surtout tout ce que ça a pu t'apporter et ce que tu comprends aujourd'hui de tout ce système de santé et de ce que ça change pour celles et ceux qui soignent. Donc on va dire, un bon moment ensemble pour aborder tout ça. Mais avant toute chose, pour que nos auditeurs te connaissent mieux, je vais te laisser te présenter. Merci de me recevoir. Alors Alexis Bataille-Imbert, je suis infirmier depuis 2022, donc je suis un jeune diplômé infirmier, mais pas un si jeune soignant que ça, puisqu'avant d'être infirmier, j'étais aide-soignant, et avant d'être aide-soignant, j'étais agent de service hospitalier. Et comme tu l'as dit, mon parcours est fait de multiples expériences, et actuellement, je suis directeur de projet dans un groupe de cliniques privées sur la thématique de la santé mentale des soignants. Donc, on va dire, tu pars quand même, tu as une belle progression. Moi déjà, tu vois, la première fois qu'on a échangé ensemble, je me suis toujours demandé, quand tu repenses à tes débuts, tu vois, tu arrives dans l'hôpital, tu es agent de service hospitalier, tu aurais imaginé ce parcours? Non, à vrai dire, en fait, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est toujours un peu une source d'étonnement. J'ai été diplômé récemment, en tout cas au moment où on se parle, de Sciences Po. Jamais j'aurais imaginé être diplômé de Sciences Po un jour, ni même de pénétrer l'enceinte de Sciences Po. C'était pas possible. C'était du fantasme, et même pas en fait. Ça n'a jamais traversé mon esprit. Et encore plus parce que je me suis engagé assez tôt dans cette voie, puisque après le collège, j'étais un élève moyen, voire très très moyen, autour des 10-11 de moyenne, mauvais en sciences, pas du tout intéressé par l'école, et donc naturellement, je suis allé vers le lycée professionnel, parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre un peu d'école, mais pas trop, et beaucoup de pratique. Et donc j'ai commencé à m'engager dans les métiers du soin vers l'âge de 15-16 ans en BEP. Et puis progressivement, j'ai évolué, j'ai pu gravir aussi tranquillement les échelons, et puis me nourrir de plein d'expériences. Ouais, c'est hyper tôt, tu vois, de te dire que 15-16 ans, tu découvres quand même le milieu hospitalier. C'est un choc au début parce que, tu vois, moi, je me rappelle,
Je me rappellerai toute ma vie, hein. Le premier stage à l'école d'infirmière, j'arrive, j'ai, je pense 19 ans. Je me prends, je pense, un mur de ce que je pensais voir et ce que j'ai vraiment vécu. C'est moi, ça a été un tournant total en me disant: «OK, est-ce que vraiment j'ai envie de travailler là-dedans?» Un choc, en tout cas, je me souviens bien de ma première Ah, toilette, à l'âge de toi 16 ans. aussi? Très bien, de cette première toilette. Je me souviens bien de la patiente qui était assez âgée, qui était, opérée de la prothèse de hanche dans un service de chirurgie traumato. Je me souviens bien de l'aide-soignante aussi qui m'a accompagné. Donc c'est un souvenir assez vivace. C'est pas un Mmh. traumatisme, j'en fais pas des cauchemars la nuit, mais je me souviens bien de ce moment-là. À cette époque, puisqu'on peut presque parler d'époque maintenant, les mineurs étaient encore envoyés en stage à l'hôpital. Désormais, c'est plus le cas, Mmh. justement aussi pour, d'abord des raisons, de traumatisme, parce que quand on a 16 ans, on n'est quand même pas tout à fait prêt, à voir, des corps vieillissants, malades, nus, à être confronté aussi à la dureté, du secteur hospitalier. Donc désormais, ils ont fait le choix de plus envoyer ces mineurs en stage. Mais maintenant, je trouve que c'était quand même une expérience formatrice parce que c'était, l'opportunité très tôt en fait, dans ma vie, de lycéen, de faire mon choix, de confirmer mon choix. Ça aurait pu très bien être ce moment où je être confronté, à la vie, d'un service hospitalier, ça aurait pu être le moment où je me disais: «Bon, c'est pas fait pour moi». Mais en même temps, c'était l'opportunité de rencontrer quasiment tout le plateau technique des professionnels qui bossent à l'hôpital et pas seulement que l'infirmière et l'aide-soignante. Parce que dans le service où j'étais, il y avait des kinés, il y avait des diététiciens, il y avait les logisticiens et cetera et cetera. Donc c'était aussi un bon moyen de toucher un petit peu à tout, parce que quand on est élève de BEP, on touche un petit peu à tout, de découvrir des métiers, de confirmer plus ou moins un choix. À cette époque, j'avais déjà un peu une idée précise de ce que je voulais faire, après, c'était être soignant. Mais c'était une belle opportunité, encore en ado, en fin d'adolescence, de pouvoir, profiter de cette expérience. Et quand justement, tu vois, tu décides, de te dire: «OK, bah, je commence, on va dire, l'école d'aide-soignant», tu as déjà en tête que tu as envie, de continuer après ou tu te dis, «Allez, aide-soignant, c'est vraiment ce que j'ai envie, de faire, c'est ce que j'ai pu voir dans voilà, quand j'ai eu mes expériences à l'hôpital». C'est quoi le moment où tu dis: «Je vais encore continuer»? Bah, déjà après le BEP, et là j'étais un peu poussé par ma mère qui, voulait absolument que je quitte le lycée en obtenant un bac. Mmh. J'ai poursuivi en bac techno, qui, s'est appelé de différentes manières, F8, SMS, ST2S. Moi, à mon moment, c'était ST2S, donc je suis allé jusqu'au bac ST2S, mais ça me plaisait un peu moins parce que c'était trop théorique. Et puis le fait d'être passé 2 ans en lycée professionnel, j'avais une maturité, un petit peu plus importante que mes camarades au lycée qui, eux, avaient suivi la voie de la seconde, de la première, de la terminale. Donc il y avait un petit décalage entre nous. À la sortie du lycée, pour des raisons, financières, j'ai, je suis allé travailler immédiatement, en EHPAD de nuit, donc en tant qu'agent de service hospitalier. Le temps de mettre un petit peu d'argent de côté pour se payer le permis, la voiture. Mais avec cette idée fixe de me dire: «Bon, la formation d'aide-soignant me convenait bien parce que c'était une formation, courte, parce que le métier me plaisait, être au contact, sans forcément être dans l'hypertechnicité de ce que j'en avais vu jusqu'à présent, hein, des autres professionnels». C'était aussi un moyen, de toucher, à plein de secteurs, parce qu'il y avait à la fois la gériatrie, il y avait, le domicile, il y avait les établissements. Et puis les aides-soignants que j'avais rencontrés, à nouveau jusqu'à ce moment, je les trouvais sympas. On riait bien. La relation qu'ils avaient avec les infirmiers puis les autres soignants, elle me convenait. Et donc bon, mon choix, était plus ou moins définitif en me disant: «Bon, je deviendrai aide-soignant et ça me va, c'est super». Et donc là, tu exerces combien de temps en tant qu'aide-soignant? Alors, j'ai suivi ma formation d'aide-soignant, j'en sors, et puis, un rêve de gamin, en tout cas ouais, une pensée de gamin, qui disait: «Tiens, un jour, je deviendrai militaire». Puis ça, je l'avais mis de côté parce que quand j'ai un peu plus affiné mon choix professionnel en disant que je deviendrais soignant, j'avais pas fait la relation Mmh. entre je peux être soignant et militaire. Pour moi, c'était deux environnements qui collaient pas. Donc je suis diplômé. Quelques jours après, je vais sur un salon d'étudiants avec un ami, et il y a un stand du service santé des armées.
Donc déjà, je me dis: «Tiens, je savais pas que ça existait». Mmh. Je vais à leur rencontre, on discute un petit peu, ça tombe bien, en plus, il y avait un aide-soignant militaire sur le stand. OK, très bien, on se serre la main, je repars avec un dossier d'engagement sous le bras. Je le remplis le soir même, je fais ma visite médicale, dans les jours qui suivent, je renvoie le tout et puis, 1 mois et demi après, j'ai un coup de fil, de la directrice des soins de l'hôpital, du Val-de-Grâce à Paris, hôpital militaire, qui me dit: «Écoutez, j'ai reçu votre dossier, ça tombe bien, on recrute des aides-soignants. Est-ce que ça vous dit de venir passer un entretien?» Alors pour moi qui suis originaire, du Nord, qui n'avais pas eu l'opportunité de venir énormément dans la capitale, c'était la grande aventure. Donc me voilà arrivé à Paris pour passer l'entretien et puis à l'issue de l'entretien, la directrice des soins me dit: «Bah écoutez, pour moi c'est très bien, c'est parfait, vous cochez, toutes les cases, vous êtes jeune diplômé, vous avez envie de tester plein de choses. Si vous voulez, signez en bas et c'est parti pour, un contrat d'engagement de 3 ans». Donc j'ai signé un premier contrat de 3 ans, au service santé que j'ai renouvelé une deuxième fois, 3 ans à nouveau. Et cette expérience sociale santé des armées, pour moi, c'est un peu l'expérience, formatrice, fondatrice de plein de choses, par la suite parce que, d'abord, c'était, ma première vraie expérience professionnelle dans un environnement très particulier parce qu'avant d'être soignant, en fait, on est militaire, que j'avais une formation militaire. C'était aussi être au contact de plein de gens qui venaient d'environnements aussi, très, très, divers. Parce que, par exemple, pour Val-de-Grâce, qui était, un hôpital un peu mythique, avec beaucoup d'historique autour de lui, voire même un peu de mythologie autour des patients qu'on recevait, des secrets cachés, des couloirs de Val-de-Grâce. C'était l'occasion de rencontrer, toutes ces personnalités publiques, par exemple, qui venaient, se faire soigner, qui, étaient hospitalisées pour certaines, d'avoir des rencontres, assez, inoubliables avec certaines, des échanges que jamais, j'aurais imaginé avoir avec certains. Et puis c'était aussi, l'occasion, de partir en mission, d'aller à l'étranger, de vivre aussi l'engagement, différemment. Moi j'ai été projeté, en Guinée-Conakry au moment de la pandémie Ebola, parce que c'était, à cette époque un peu le sujet, principal dans la Corne de l'Afrique de l'Ouest et puis, heu, chose inédite, c'était aussi la première fois que la France, envoyait, des militaires dans le cadre non pas d'une guerre, mais d'une opération militaire qui ressemblait presque à de l'humanitaire, puisqu'il s'agissait, de créer un centre de traitement des soignants contaminés par le virus Ebola, en Guinée-Conakry, dans la capitale Conakry. Donc on était au carrefour, heu du maintien, je dirais d'une sécurité sanitaire pour le pays et puis pour la Corne de l'Afrique de l'Ouest, de l'accompagnement et du soutien, des professionnels de santé, qui exerçaient dans les ONG, locales et puis c'était une opportunité aussi pour, nous soignants, de développer de nouvelles compétences en matière de gestion du risque, nucléaire, radiologique, biologique, en l'occurrence plutôt biologique que tout le reste, et en tant qu'aide-soignant, c'était très formateur. Parce que, je l'ai souvent dit quand, j'évoque cette opération, Tamarin, c'était son nom, c'est que nous les aides-soignants, on avait, conscience d'avoir un rôle très important à jouer parce qu'on était à la fois auprès de l'infirmier, qui lui-même était quand même très impliqué dans la prise en soin de ses patients, qui était, une prise en soin hyper technique, et nous les aides-soignants, on était à la fois leur aide mais en même temps, puisque les équipements de protection individuelle étaient quand même des freins très importants dans les soins relationnels, dans la manière avec laquelle on les soutenait, on les accompagnait. On a eu la chance de ne pas avoir de décès dans notre centre, mais c'était pas le cas tout à côté de nous dans les autres, espaces de soins. Donc il y avait beaucoup de peur de la part de ces soignants de décéder, en Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'incompréhension également parce que, même à cette époque, le virus était un petit peu, il était connu, mais on savait pas vraiment, quelles étaient les suites thérapeutiques. Est-ce qu'il y avait, de la visibilité sur, l'engagement, du pronostic vital et cetera et cetera. Donc nous, aides-soignants, on retrouvait une vraie place, au chevet du patient, dans l'accompagnement du patient et puis, dans l'éducation thérapeutique, dans, la promotion de la santé également. Et puis, le soutien entre pairs, c'était la première fois Mmh. finalement que je découvrais, quels étaient, les aspects positifs de la relation entre pairs dans la relation de soins.
Vous étiez nombreux? Comment enfin, moi, tu vois, je me rends pas trop compte quand tu es, dépêché justement, dans ce pays, enfin, tu pars avec toute ton équipe ou vous êtes, justement, vous vous connaissez pas du tout? Alors pour la plupart, on se connaissait pas OK. ou très rapidement parce qu'on avait, suivi les mêmes formations militaires ou parce qu'on s'était croisés, lors d'un événement X ou Y. Par, hôpital militaire, on était des petits contingents, je dirais entre 5 et 10 personnes OK. de mémoire. Donc ça, finalement, c'est très peu parce que dans ces 5-10 personnes, il y a à la fois, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des kinés, voilà, tout corps de métier. Donc en fait, on se connaissait assez peu et sur place, tout le monde est mélangé. Donc ça nécessite que d'abord, le la mayonnaise prenne très rapidement. Mmh. Mais finalement, l'esprit de corps militaire, il est aussi fait pour ça, pour que, il y ait pas de problème de prise de mayonnaise. Et puis, il faut que le relais avec les équipes, précédentes se fasse aussi très rapidement, les passations de consignes et puis ensuite, c'est de la vie quotidienne H24, 7 jours sur 7. Sous tente, en Afrique de l'Ouest, autant te dire que il y a un côté, j'allais dire koh mais c'est quand même un peu abusé, c'est pas koh non plus, mais il y a un côté un peu camping, sous tente, sous nos moustiquaires, avec des douches communes. Ouais, il y a un côté camping. Ouais, je me doute bien. Moi, ça me fait penser, tu sais, à un épisode que j'ai fait en fin d'année avec Aurélien Rigard. C'est une qui est, représentante d'une ONG qui s'appelle Mercy Ships et eux, ils c'est sur des navires, hôpitaux. Donc il me dit: «Bah, en fait, tout le monde, dort, travaille sur ce navire». Donc c'est assez dépaysant parce que tu déjeunes quand même à la fois avec, le commandant, mais aussi, voilà, le marin, comme le kiné, le chirurgien et cetera. Comme tu dis, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Mais j'ai l'impression quand même alors moi, tu vois, j'ai pas fait d'humanitaire, mais j'ai l'impression quand même que dans ces moments-là, les conditions, elles sont quand même dures. Je pense que vous voyez des choses qui sont compliquées aussi à gérer émotionnellement, mais j'ai l'impression qu'aussi ça renforce peut-être aussi le lien que tu peux avoir dans l'équipe qui est en train de se construire. Surtout sur ce genre d'opération, c'est-à-dire que chaque personne compte, Ouais. à l'intérieur du centre, de l'hôpital sous tente, Mmh. qu'à l'extérieur. Parce qu'évidemment, faut pas rêver, hein, même si on porte un treillis et qu'on signe un contrat d'engagement qui nous dit qu'on peut aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est écrit, hein, dans ces termes-là. Il y a de la peur, il peut y avoir de l'angoisse, et c'est normal. Donc c'est important aussi que la vie en périphérie Mmh. de l'activité de soins, elle soit également très soutenue et qu'il y ait suffisamment de cohésion entre nous pour qu'on puisse aussi, quand ça va pas, pouvoir le dire et quand ça va, le célébrer et passer quand même de bons moments parce que ça fait partie de la vie quotidienne. On peut pas parler de boulot, H24, 7 jours sur 7 et on avait cette chance d'être à la fois entre soignants, on partage la même culture, on parle la même langue Mmh. et puis on était soutenus par, des régiments de l'armée de terre qui s'appelle le régiment de Dragons, qui lui est spécialisé sur les risques NRBC. Qui eux, donc c'était des militaires pur jus, vrais formés et vrais terriens, qui, rencontraient, beaucoup de soignants d'un coup, Mmh. et c'était intéressant ce mélange. C'est aussi de croiser des environnements totalement différents et de pouvoir voir que, en quelques semaines, voire moins de 2 semaines, la vie était réglée et qu'on avait déjà nos petites habitudes, notre petite vie et que tout se passait très bien avec une activité de soins en revanche qui était extrêmement, particulière parce que travailler sous tente avec un EPI, le masque FFP2, la tenue complète, les lunettes, des gants, en moyenne un passage, auprès du patient, c'était, 30 minutes. Habillage, déshabillage compris, parce que sinon c'était pas possible. De tenir cette tenue. Donc ça veut dire aussi que toute l'organisation des soins, elle est pensée différemment, et c'est que la relation de confiance avec le patient, en l'occurrence un professionnel de santé, elle est aussi, importante, à tisser parce qu'elle ne voit pas souvent. Mmh. Alors ils pouvaient nous contacter différemment avec des talkie-walkie, à la caméra parce qu'ils étaient filmés, en tout cas suivis, hein, c'est pas Love Story, hein. Ils étaient pour certains, il pouvaient nous contacter via caméra, donc la relation de confiance est différente. Comment tu vis, tu vois, le retour de ces, enfin,
tu vois, de ces missions, c'est bon, je pense que tu es contente peut-être de retrouver ton confort, ça c'est sûr, mais tu as pas un peu le côté, je sais pas, pas dépression, mais ça te fait un coup, non, je pense, de quitter ce milieu, on va dire, assez fermé? C'est tellement intense. Bah, rentrer déjà, ça fait bizarre parce que, finalement, on s'y habitue très vite à cette vie, en communauté. On crée des liens, les relations sont forcément très fortes parce que tout est très fort, tout est intense. Donc, les amitiés sont très intenses. Lorsque l'on célèbre, c'est très intense. Lorsqu'un patient sort guéri, c'est une fête. Alors qu'à l'hôpital, un patient sort guéri, dans certains services d'oncologie, par exemple, Mmh on va mh. célébrer la rémission d'un patient, d'une patiente, mais c'est quand même pas le cas dans la plupart des services. Et donc là, tout est très fort. On vit Mmh. tout intensément. C'est sûr que quand on rentre en France, c'est beaucoup moins intense. Après, il y a aussi, le fait de se sentir, engagé sur quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on savait que la mission n'allait pas durer, des années, parce que, la pandémie Ebola n'avait pas non plus vocation, à durer, des années non plus. Donc on se dit: «Ah, on a quand même vécu quelque chose Mmh. d'inédit». J'ai eu la même sensation quand je suis retourné, à l'hôpital pour le Covid, hein, parce que je suis retourné en hôpital militaire. Pareil, c'était du 7 jours sur 7, pas du 24/24, mais on était quand même très présent dans le service, de réanimation. Quand je suis retourné à ma vie normale, si je puis dire, ça Mmh. m'a fait bizarre. Mmh. Je pense qu'on l'a Il tous y a une vécu. descente, il y a une forme de descente. Ouais, c'est ça. Tu l'impression de faire une petite, D'être, sur un petite gré, déprime, quoi. Mmh. passe d'une perfusion d'adrénaline, 24/24 à plus grand chose. Ouais, complètement, complètement. C'est souvent le cas, tu sais, enfin, moi, je trouve que les montées d'adrénaline, que ce soit courte durée, hein, ou, tu vois, genre, tu as un arrêt cardiaque, c'est vrai qu'après, tu es un peu, mais même, tu vois, sur cette période Covid, moi, je l'ai ressenti complètement, hein. Mais je trouve qu'après, tu ressors, moi, en tout cas, pour ma part, tu vois, tu ressors déjà différent, complètement. Moi, je pense que j'ai complètement changé ma manière, tu vois, de soigner, d'être différemment aussi professionnelle. Et puis, je pense que ça soude quand même les équipes. J'ai l'impression, alors même si tu traverses, je pense, des périodes extrêmement compliquées, c'est très dur, il y a des tensions, enfin, il se passe beaucoup de choses, mais je trouve que l'après, tu as vraiment des équipes, qui sont soudées, et où tu as des liens qui se seraient peut-être pas faits dans un autre contexte. Tu vois, cette opération Tamarin, c'était, je pense que j'y étais il y a 11 ans. Je devais être en Guinée-Conakry il y a 11 ans. Aujourd'hui, j'ai encore des contacts Mmh. avec certains. Mmh. Quelques personnes de ma chambrée, et cetera. Ce sont des gens que je croise plus jamais, hein, et je pense qu'on se reverra peut-être plus jamais physiquement de notre vie, mais j'ai encore des contacts, sur des petits messages, via Facebook, par exemple. Voilà, on garde contact. Ouais. Et on est très content de reparler de la mission et de ce qu'on a vécu. C'est un peu notre rendez-vous annuel. Donc tu fais 6 ans, c'est ça? Oui. Aide-soignant, militaire, Val-de-Grâce, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, au bout de 6 ans, je vais pas dire que j'avais fait le tour, c'est faux, parce qu'on Mmh. apprend toujours, il y a quand même on a quand même l'opportunité, je le dis souvent, de faire des métiers où finalement on a un champ des possibles extrêmement vaste, même en tant qu'aide-soignant. Mmh. Il n'y a pas que l'hôpital et l'EHPAD, hein. Mmh. Il y a plein d'endroits où on peut exercer, on peut s'épanouir, on peut s'amuser professionnellement, et apprendre des choses. Mais au bout de 6 ans, plus je travaillais avec mes petits camarades infirmiers, et plus je me disais: «C'est quand même intéressant ce qu'ils font», parce qu'ils allaient plus loin, dans la réflexion, ils allaient plus loin dans la prise en charge. Heu, L'expertise sur certains sujets, notamment, moi qui travaillais, mon dernier service, c'était de la chaire traumato, mais avec une orientation plutôt, polytraumatisée, donc des civils, des militaires. Donc beaucoup d'expertise autour de la gestion des plaies, de la cicatrisation, des infections, nosocomiales, BHRE, et cetera. Vraiment très technique, et ça me plaisait vraiment beaucoup. Les grandes brûlées, et cetera. C'était vraiment, il y en avait dans tous les sens, et c'était passionnant. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas, évoluer, et pourquoi pas devenir infirmier?» Et donc là, il faut repartir dans les études. Et donc il faut repartir dans les études. Moi, j'avais moins de 30 ans, donc c'était pas non plus un grand chamboulement dans ma vie. Je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, j'étais encore libre sur le papier.
Donc je pouvais le faire, mais il n'empêche que c'était, je quittais une zone de confort parce que au bout de 6 ans en tant qu'aide-soignant, j'étais connu dans mon service, j'étais presque l'un des plus «anciens» entre guillemets, parce que le turnover existe aussi, hein, les hôpitaux militaires. J'étais l'un des plus anciens, je connaissais les médecins, je connaissais les équipes du dessous, les équipes d'en dessous, les équipes, d'à côté, le bloc. J'étais un familier de l'hôpital. J'avais une zone de confort qui était pas désagréable et c'était plutôt sympa d'aller, travailler. En tout cas, j'en garde pas de mauvais souvenirs. Et donc, une forme de saut dans le vide avec quand même une préparation parce que, heu, à ce moment, à nouveau, les aides-soignants qui souhaitaient entrer à l'IFSI devaient passer un concours. Mmh. Donc il fallait quand même le préparer, ce concours. Donc j'ai passé mon concours, je l'ai eu et je suis entré 2 ans après à l'IFSI, donc en 2019, date où j'ai quitté, l'armée. J'ai quitté l'armée, 3 semaines avant d'entrer à l'IFSI, le temps de prendre quelques vacances et puis, de préparer ma rentrée et puis, c'était parti pour une nouvelle aventure. Donc à nouveau un peu, passer de tout à rien si je puis dire parce que, bah, d'abord c'est retourner sur les bancs d'un institut de formation. C'est, retrouver une promotion avec une moyenne d'âge, heu, quand même plutôt basse par rapport à la mienne. En tout cas, il y avait pas 10 ans de différence, mais il y avait quand même quelques années et puis surtout, il y avait quelques années de vie professionnelle entre nous. Heu, donc de la maturité différente, des enjeux aussi qui étaient différents parce que moi dès lors où je suis entré à l'IFSI, je partais, avec l'idée que je sortais de l'IFSI avec un diplôme. Mmh. Voilà. Parce que c'était mon argent, c'était un investissement sur moi-même, c'était, ma vie professionnelle et qu'il était hors de question que, mes parents, me payent quoi que ce soit. C'était mon choix personnel, donc j'ai assumé, j'allais au bout, de mes 3 ans. J'en garde pas de mauvais souvenirs de l'IFSI, même si je fais partie de la promo Covid, et donc, 6-7 mois après la rentrée, c'était la première vague, le confinement. J'étais rappelé par l'armée. Mmh. Donc, je vais travailler en réanimation, pendant, presque 2 mois, heu, avec la double casquette parce que mes collègues étaient très contents de me revoir. Tu m'étonnes! Étaient très contents de me revoir, retrouver comme un étudiant infirmier. Ah bah oui. Enfin, ils savaient que j'étais étudiant infirmier, donc, quand je suis retourné travailler en réanimation, mes collègues infirmières m'ont dit: «Bah, très bien, on va en profiter, On va te former. on va te former». Donc c'était un stage de première année, S2, en réa, mais c'était parfait, c'était très bien, et j'avais tenu à valider un stage. Donc, j'ai suivi la grille, j'ai fait valider le stage officiellement, j'ai rendu les travaux qui allaient bien, tant bien que mal, heu, et justement pour en faire quelque chose d'apprenant, parce qu'il était hors de question que, heu, Oui, autant que ça serve. dilettante et en même temps, les circonstances faisaient qu'on avait aussi, plein de choses à apprendre. Ouais, ça Voilà. c'est Donc une bonne expérience également, au cours du Covid. Le 2e confinement, c'était un peu plus particulier. Cette fois, j'ai pas été, rappelé, par l'armée parce que s'il fallait que la formation suive son cours, hein, puis il était hors de question de faire des allers-retours comme ça, au service santé des armées avec toute la sympathie que j'ai pour eux, mais bon, il fallait que j'aille au bout de ma formation. Pas de mauvais souvenirs. Pas de mauvais souvenirs. J'ai pas trouvé que, il y ait une ou plusieurs unités d'enseignement qui étaient accessoires. mmh. Heu, il y avait parfois de la redondance, il y avait parfois des choses que je connaissais, mais je l'ai pris de manière très naïve. Je préférais jouer au bêta sur certaines choses, reposer des questions, même si j'avais une petite idée de ce que c'était, mais justement pour, profiter à 100 de l'expérience. 3 ans, c'était bien, 3 ans et demi, ça aurait peut-être été un peu trop, mais 3 ans, c'était parfait avec, des formateurs qui ont été soutenants. Je trouve que mais je m'étais fait la même réflexion, lorsque j'étais, en formation S, hein. C'est que les garçons en formation, santé, on a, je vais pas dire une chance, mais, on a un regard qui est posé sur nous largement différent que, les femmes. Je sais pas pourquoi, mais, c'est-à-dire que le vécu de mes camarades de promo, filles, n'est pas mon vécu.
Organage, sans doute, parce que mes collègues aides-soignantes qui étaient en formation en même temps que moi, elles ont pas, on a à peu près le même vécu. Et puis il y a le genre aussi qui joue. Et j'ai pu aller en stage en centre pénitentiaire, par exemple, justement parce que j'étais un garçon. En tout cas, c'était l'argument. Ouais. Bon, ça aurait pu très bien être fait par une, ça aurait pu très bien être fait par une fille, hein. Je veux dire, ça posait vraiment pas de problème, mais psychologiquement, c'était important que ça soit un garçon. Ouais, c'est pas la première fois, tu vois, que j'entends ça et même moi, alors moi je suis une plus vieille infirmière que toi parce que moi je suis diplômée de 2007, mais moi dans ma promo, il y avait pas mal de garçons et c'est vrai qu'ils n'avaient pas du tout le même vécu, que les filles. Il y avait la question d'âge, ça c'était sûr, mais je pense quand même, alors difficilement explicable, hein, mais il y a je pense peut-être que en tout cas le stage, parce que c'était vraiment ça, hein, qui peut poser problème, j'ai l'impression, des stages qui peuvent mal se passer. Il y avait peut-être du côté des équipes, je ne sais pas, peut-être un peu plus de retenue par rapport à un garçon. Peut-être une fille, ça paraît plus fragile. C'est vrai qu'après, comme moi je te l'ai dit, moi je me suis pris un mur, hein, quand j'ai fait mes premiers stages, c'était hyper violent. Moi je pense qu'il y avait pas un stage où je me disais: «J'arrête». Voilà, j'arrête, c'est trop. Je peux pas émotionnellement, c'est trop compliqué à gérer. Et peut-être que moi je le montrais beaucoup, c'est possible. Mais c'est vrai que le vécu, après je pense que les choses changent quand même aujourd'hui et puis on va en reparler aussi, hein, de tout ça. Heu, mais le métier aussi de soignant maintenant s'ouvre quand même beaucoup plus, aux hommes, ce qui était peut-être moins le cas aussi avant. Donc je pense qu'il y a aussi une image, tu vois, du soignant qui est en train d'évoluer, à mon avis. Mais Ouais, je pense qu'il y a, voilà, il y a tout un ensemble de, par exemple, ma formation d'AS et ma formation infirmière, la relation avec les patients, par exemple, était tout à fait différente. J'ai quand même vu l'évolution entre d'abord la posture d'étudiant, où finalement parfois l'étudiant peut regarder mmh, avec beaucoup d'appréhension parce qu'on se dit qu'on est un peu le patient test. mmh, Donc le crash test, tout le monde souhaite pas être crash test. Et qui plus est quand c'est un garçon, parce que je pense à la toilette, hein, c'est quand même le sujet et c'est normal. On peut être intimidé quand c'est un garçon, plus un jeune, mmh. qui vient vous faire ce genre de soins. Quand c'est un aide-soignant diplômé, c'est déjà différent. Ça veut pas dire que quand j'étais aide-soignant, j'ai toujours eu des oui, j'ai eu des refus, Mmh. mais quand même assez peu. Après, tu vois, moi, enfin, il y a aussi le côté, malheureusement, un peu patriarcal quand même, hein, dans le soin et je pense que ça t'est déjà arrivé, quand tu étais aide-soignant ou médecin, tu as une blouse, donc tu es médecin. Oui, bonjour docteur. Bonjour docteur, ce qui arrive quand même rarement à une femme, normalement. Et ça, c'est très ancré, hein, ça reste, je pense, très sociétal, hein, en France, hein, voire même culturel, hein, mais je pense qu'il y a ce côté un peu confiance, qui peut exister, tu vois? Encore. Et puis il y a aussi le côté, on est quand même bien content d'avoir un homme dans l'équipe parce que s'il faut porter des choses, s'il faut porter un patient, voilà, si on et ben, on sait qu'on a un homme dans l'équipe. Et ça, je pense qu'on te l'a aussi sûrement dit plusieurs fois. Oui, oui, bah oui, voilà des bras. Quand tu arrives en stage, ils sont contents, normalement. Tu sors de l'école d'infirmière et là, tu exerces où? Tu repars, en tant que militaire? Pas du tout. Alors je suis resté militaire, en tant que réserviste, Ouais. parce qu'à vrai dire, c'était quand même d'abord ma première expérience professionnelle comme je te l'ai dit. Mmh. C'était un peu ma famille. J'y avais trouvé un cadre, un Mmh. environnement qui me plaisait beaucoup. J'ai fait le choix de partir pour, évoluer, mais au fond de moi, j'étais quand même attaché. Les choses de la vie professionnelle ont fait que, en parallèle de la formation et de ma vie professionnelle à proprement parler, j'avais commencé à publier, à écrire, et être visible sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que, en sortie du diplôme, j'ai une proposition pour un groupe qui s'appelle Galileo Global Education, qui se posait des questions sur la formation aide-soignante. Et pour les accompagner, ils cherchaient un expert métier.
Alors expert, c'est un bien grand mot, mais c'était le terme employé. En tout cas, il cherchait quelqu'un qui avait été aide-soignant pendant plusieurs années, qui avait envie de mettre un petit peu les mains dans le moteur de l'information, qui n'était pas contre toucher à l'innovation, réfléchir à comment on pouvait apporter une expérience de formation différente à ce qui se faisait à ce moment dans les IFAS, etc., etc. Et cetera. Et donc, ils m'ont proposé de contribuer à la création du pôle santé, des instituts de formation et de la première formation aide-soignante hybride en France. Donc c'était intéressant. Alors le côté business m'intéressait pas, c'était pas mon sujet, et je pense que c'est important de bien garder une frontière entre ces deux espaces. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment on peut réfléchir à améliorer la formation des AS, qui reste quand même aujourd'hui concentrée sur une expérience pratique. C'est quand même beaucoup de savoir-faire, de savoir-être, mais il y a aussi des savoirs. Et on les valorise pas beaucoup, ces savoirs. L'expertise aide-soignante, elle est importante à prendre en compte et à faire connaître. Et donc, c'était une opportunité de travailler sur comment on abonde avec de nouveaux concepts, comment on propose aux élèves aides-soignants de lire du contenu scientifique, du contenu professionnel, comment on les accompagne aussi dans l'écriture professionnelle sans en faire des prix Nobel. L'objectif, c'est pas de créer du prix Nobel à chaque coin de rue, mais c'est vraiment d'emmener ces élèves vers quelque chose d'un peu plus supérieur, même si dans les IFAS, de manière générale, c'est déjà très bien, hein. J'ai pas la prétention d'avoir fait mieux qu'ailleurs, mais c'était quelque chose de différent. OK, et donc ça, t'intègres en tout cas ça Donc quand j'intègre ce groupe sur ce projet, donc en 2022. En parallèle, je continue à être réserviste, infirmier réserviste, ce qui me permet de retourner de temps en temps heu, toucher du doigt le métier infirmier dans un environnement qui je connaissais bien. mmh? Voilà. Et on arrive en mars 2023, enfin même en janvier 2023, où je reçois un coup de fil heu, d'une conseillère ministérielle. Donc un environnement qui m'était un peu, enfin qui m'était familier plus ou moins, parce que je me suis toujours intéressé à l'actualité, à la vie politique, institutionnelle, mais très loin de ma vie quotidienne. Heu et cette conseillère m'appelle en me disant: «Voilà, j'ai repéré votre profil sur les réseaux sociaux. Heu, est-ce que ça vous dirait qu'on échange ensemble?» Sans savoir quel était l'objet de l'échange, le fond, et cetera. Je dis: «Oui, pas de problème». Donc on s'appelle, je me souviens que j'étais en pleine rue. On s'appelle et je discute avec elle pendant 1 heure et demie du sujet de la santé des soignants. Et ça, c'était quelque chose que tu avais, enfin, tu vois, tu étais visible quand même un peu sur les réseaux, mais c'était des choses que tu avais, on va dire abordées? C'était quelque chose qui te Alors, sensibilisait un c'était un petit peu? sujet que j'avais abordé à plusieurs reprises sous l'angle de l'expérience en Guinée-Conakry. Mmh. Ou voilà, comment et c'était utile de prendre soin des professionnels de santé, et que finalement on est exposé à plein de risques au-delà, par exemple pour l'expérience guinéenne, d'un virus, que in fine, une fois qu'on les avait traités d'Ebola, bah, il y avait tout le reste. Un côté qui était aussi important à prendre en compte. Donc ça, j'avais pas mal évoqué à l'occasion de conférences, de tables rondes, dans des petits articles, mais je suis pas visible spécifiquement Ouais. sur ce sujet. Oui, on pensait pas, Alexis Bataillambert égale C'était santé des pas soignants. Ouais. Alexis santé des soignants. Et elle, ce qui intéressait cette conseillère ministérielle, c'était heu, quelles étaient les bonnes pratiques militaires en matière de santé des soignants pouvant être réutilisées, réinvesties dans le monde civil. OK. Donc là, on est quand même post-Covid, quoi. On est post-Covid, donc on est en janvier 2023. Donc quand même, on se dit: «Tiens, les soignants, ils ont quand même fait vachement de choses, hein, pendant le Covid finalement. Peut-être qu'il faut qu'on s'intéresse à eux». Voilà. Et bon, au bout d'une heure et demie, je commence à comprendre l'objectif de son appel. C'est que quelques semaines avant, il y avait les prémices d'un travail, une réflexion de fond, qui n'était pas formalisée, mais en se disant: «Il faut qu'on aille sur le sujet de la santé des soignants», mais on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Parce que d'abord, c'est pas un sujet nouveau, Mmh. qu'il y a plein de courants, QVCT, Mmh. prévention des risques psychosociaux, et cetera, et cetera, et cetera, qui sont déjà un petit peu alignés sur la manière avec laquelle on améliore, on préserve la santé des soignants. Mais en même temps, on s'aperçoit que, crise Covid aidant, c'est pas tout à fait efficace. Mmh.
et que tous les besoins ne sont pas couverts par une réponse. Vraiment, en fait, très peu de besoins sont couverts par une réponse réelle. Et que parfois, il y a un peu de QVT washing, où on fait reposer le sujet que sur l'individu lui-même, alors que c'est pas qu'un sujet individuel. Mmh. Bref, on sort de cette 1h30 de conversation. Écoutez, merci beaucoup. Au revoir monsieur, au revoir madame. Moi, ma vie continue, je passe à autre chose. Et puis, au mois de mars 2023, je me souviens exactement de l'heure parce que je me dirigeais pour prendre mon métro. Donc il devait être 7h, 7h30. Coup de fil, cette fois du cabinet de la ministre, pour me dire, voilà, monsieur Bataille, euh, on vous informe que vous êtes nommé copilote d'une mission ministérielle sur la santé des professionnels de santé. Vous serez aux côtés du docteur Philippe de Normandie et de la docteure Marine Kresguin. OK. Bon, pour être honnête, j'ai pas dit oui tout de suite. Ouais. Déjà parce que je voulais savoir quel était le périmètre, ce qui leur sortait, parce que donc pour être très précis, hein, ce sont des missions bénévoles. Mmh. Donc moi j'avais mon emploi sur le côté, il est hors de question que je priorise une mission bénévole, aussi belle soit-elle, par rapport à mon emploi qui me permettait de payer mon loyer et de faire mes courses. Hein. Je suis assez pragmatique, hein, c'est mon côté militaire. Voilà. Je regarde ce qui me permet de régler ma vie. Euh, Ensuite, c'était quelle était aussi la visibilité, parce que ça fait peur. Mmh. Entre la visibilité, entre guillemets, de producteur de contenu, et puis la visibilité politique, il y a un gap, quoi. Il y a un monde énorme. Donc je suis pas forcément prêt à assumer de me faire lyncher sur les réseaux sociaux à ce moment, parce que finalement les gens ont rapidement fait l'amalgame entre le mec fait de la politique, en fait c'est un proche de la ministre, et puis c'est presque le petit cousin. Bon, Mmh. ça va très très vite quand c'est comme ça. Et puis la conseillère m'a rassuré. Il m'a dit, «Non, non, mais t'inquiète pas, voilà, il y a une lettre de mission. La mission est bénévole, certes, mais à vous d'en faire l'objet que vous souhaitez. La seule contrainte, c'est de délivrer un rapport, mais même ce rapport, il y a pas de contrainte à l'intérieur. Vous écrivez ce que vous voulez, avec l'honnêteté qui convient, avec l'authenticité qui est requise, et puis vous ne faites pas de politique. Donc si ça va pas tout à fait dans le sens du vent, c'est pas grave, au contraire. Il faut aussi appuyer là où ça fait mal, parce que c'est l'objet de ce genre de travaux, tout en sachant que dans la plupart des cas, beaucoup de rapports restent sur un coin de l'étagère après la poussière. Ouais, c'était ça. Enfin, toi, tu te dis pas: «Le risque, c'est quoi? C'est que je fasse, ces mois de travail pour, rien?» Oui. Bon, moi, je me suis fait confirmer ça aussi, en disant, moi, j'y vais, ok, droite, et puis en discutant avec Philippe Normandie et Marine Kresgevier, droite, on y va, mais c'est pour être suivi des faits. Il faut que ce rapport il soit suivi des faits, sinon ça sert à rien. Sinon, on regarde ce qui s'est déjà dit avant, et puis pour bricoler quelque chose, et puis tout ira bien. Et et là, Et la, quand mi- quand et tu la arrives. mission, donc première fois que j'allais au ministère, on est reçu par la ministre, que j'avais jamais rencontré. La ministre Agnès Firmin-Le qui me serre la main, qui me dit que je peux la tutoyer. On s'assoit autour de la table, on signe la démission, on passe en revue un peu le sujet, chacun échange sur sa propre expertise. Alors, Philippe de Normandie, qui est délégué de la Fondation MNH, plutôt lui sur un volet recherche sur la santé des soignants. Marine Kresgevier, qui elle a cofondé une association qui s'appelle Guérir en mer, euh, bat- euh, logée à Marseille, qui a donc s'exprimé sur ce sujet de comment on accompagne les soignants en épuisement professionnel, en burn-out, etc., via des médiateurs comme la mer. Et puis moi, à la base, sur l'expérience militaire et comment, dans les armées, on considère que la santé du militaire, c'est une priorité pour l'atteinte de l'objectif opérationnel. Voilà. Finalement, ma lettre de mission, progressivement, elle s'est étoffée, parce que, à vrai dire, les paramédicaux, en volume, sont les professionnels de santé, les plus représentés, et que il y a quasiment un problème spécifique par métier. Et puis, on avait fait le choix également de se déplacer sur le terrain. Donc ça aussi, ça prenait du temps. Il fallait s'organiser, mais c'était, je pense, nécessaire.
qu'on puisse aller rencontrer les gens, parce que notre parti pris, à nouveau, c'était pas d'écrire un rapport dans notre coin, parce qu'on a pu très bien l'écrire à 3 et puis par acte. C'était de se déplacer, de voir si ça fonctionnait bien, et puis de s'appuyer sur ces expériences pour écrire quelque chose qui tient la route. Et de réunir toutes ces personnes autour de la table et de se dire, OK, comment, comme le dit Philippe, comment on chasse en meute? Et comment on arrive à avoir une stratégie qui soit collective et pas seulement écrite que sur un coin de table à 3 personnes. Vous aviez une durée, c'est-à-dire, vous aviez une deadline, vous avez, je sais pas, 12 mois pour, ce rapport? Immédiatement, la deadline n'a pas été fixée, Mmh. mais on a fait le choix d'avoir une deadline assez courte. Alors courte, on a eu, entre 6 et 8 mois de mémoire, ce qui est assez court, Mmh. justement parce que, plus on laisse traîner, plus d'abord le sujet, s'éteint, et que déjà à ce moment la vie politique était très dynamique, on va Mmh. dire de cette manière, et donc il y avait une nécessité d'aller vite, pour à minima, et on l'a bien répété dans la conclusion de notre rapport, pas jeter un pavé dans la mare, mais poser un premier pavé, devant, servir de socle pour, tout un tas d'autres, et construire un édifice beaucoup plus solide. Et nous, l'objectif, par ailleurs, c'était, de poser ce sujet dans le débat public. Là, tu continues à bosser en parallèle? Continuer à travailler, je continue à travailler, alors, c'était de l'organisation, les week-ends étaient un petit peu chargés, les quelques RTT sont passés dans les visites, de terrain, mais je me plains pas, hein, c'est moi qui ai voulu, me déplacer, c'est moi qui ai accepté, la mission, et si ça avait été trop pénible, j'aurais refusé, j'aurais arrêté. C'était intéressant de d'aller voir d'autres établissements, parce Mmh. que bien moi j'avais un biais qui était celui des hôpitaux militaires, et l'organisation très carrée, très militaire. L'hôpital public, je connaissais pas trop, voire que par les stages. C'était intéressant aussi, d'aller à la rencontre des directeurs d'établissements, des managers, que je regardais comme un soignant, Mmh. de prime abord, entre la cadre qui faisait mes plannings et le directeur qui parfois peut avoir des décisions qu'on comprend pas vraiment. Donc c'était intéressant d'aller à la rencontre avec cette casquette de rapporteur qui me neutralisait, dans tous les cas. Donc moi, je ne devais pas y aller avec un biais, en les jugeant et en les évaluant. Au contraire, je recevais, leurs expertises, leurs expériences, leurs initiatives de terrain. Donc ça, ce qui rendait les visites intéressantes. Et puis, il y avait aussi, quelque chose à assumer, c'était, d'être à portée de baffe. Heu et donc même si les gens ne nous en voulaient pas, personnellement, enfin j'espère en tout cas, c'était l'occasion aussi de faire remonter, des attentes de terrain, des retours d'expérience du terrain directement à la ministre. Parce qu'on avait accès directement à la ministre. Pour des visites, parfois, je me faisais un peu, parce que c'est arrivé, je me faisais un petit peu chahuter, et bah, le soir même ou le lendemain, je lui disais concrètement: «Voilà, Agnès, dans cet établissement-là, se passe cet établissement-là, mais je pense que si on en fait plusieurs, on aura à peu près les mêmes retours d'expérience, donc ça, c'est important de le prendre en compte». Au-delà des travaux sur la Mmh. santé des soignants, c'était aussi l'opportunité, de De faire remonter d'autres sujets. Et là, toi, enfin, justement, tu as fait quand même ta carrière plutôt dans le côté militaire. Enfin, quand tu arrives dans les hôpitaux, vous avez fait que du public ou alors vous avez été On a quand fait des même dans cliniques. vous avez fait des cliniques aussi, donc Ouais, on aussi a fait des privées? cliniques. Ouais. Et là, enfin, tu t'attends à quoi, en fait? Tu te dis: «Ça va si mal que ça?» Alors c'est vrai qu'on sort du covid, donc je pense que tu as peut-être des services où c'est compliqué, des soignants épuisés, ou alors au contraire, tu es plutôt optimiste? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, parce que alors on avait des remontées parce que des gens sont venus nous interpeller sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est aussi, je dirais, la force des réseaux sociaux, c'est que on a eu des remontées de terrain, très concrètes, positives ou négatives, mais qui étaient directes. Et donc ça nous permettait aussi de prendre le pouls très rapidement, parce que, la première étape de cette mission, c'était une consultation nationale qu'on a menée auprès de 50 000 professionnels de santé, donc une population assez importante. Déjà, ça a permis de dégager quelques tendances. Il n'y avait pas vraiment de surprise dans les tendances qui ont été dégagées. Ça a fait que confirmer ce que des baromètres parcellaires, mettaient déjà en lumière. Ensuite, la deuxième étape, donc c'est le terrain, c'est la discussion avec, tous ces acteurs, parce que
À vrai dire, beaucoup n'ont pas attendu qu'on soit nommé au ministère pour se dire qu'il y avait un sujet autour de la santé des soignants. Donc, fallait aussi les rencontrer, ces personnes-là, force de leur expérience, et puis pour savoir exactement de quelle manière on pouvait être aussi très concret dans les Mmh. réponses apportées aux soignants. Parce que, à nouveau, beaucoup de soignants ont dit c'est bien joli de repeindre des murs en rose et de vous acheter une crotte neuf, mais c'est pas mon quotidien. Moi, ça change pas grand-chose à ma vie. Parce que d'abord, la salle de pause, je la vois jamais. Ouais. Ou c'est bien joli d'avoir une salle de repos avec des fauteuils massants et un espace Snozelen, mais en fait, celle qui tient les clés, elle travaille à temps partiel, et puis elle bosse à l'autre bout de l'hôpital, et finalement la salle de repos, elle est ouverte 2 heures par jour. Donc ça fait joli pour les photos de la com, Mmh. mais tous les jours sur le terrain, c'est jamais utilisé. Donc c'était important d'aller à la rencontre. Donc moi, j'y suis allé un peu, à nouveau, de manière très naïve, en me disant: «Il faut que je me laisse un peu aussi étonner». Comme un chercheur, il faut que je me laisse étonner par ce que je vais voir, par ce que je vais entendre, par ce que les gens vont me dire. Il faut que je fasse le tri aussi, parce que parfois c'est des derrière le je vais jamais dans la salle de pause et c'est inutile de repeindre les murs. En fait, c'est d'autres problèmes beaucoup plus profonds, de relationnel avec le cadre, avec la direction, voire même de conflits Mmh. individuels. Donc ça, on est déjà très éloigné de la thématique de la santé des soignants, même si ça a une influence, Mmh. même si c'est important à prendre en compte, mais on est très loin de ce que nous on souhaitait proposer en réflexion et en piste d'action. L'idée, c'était de faire remonter tout ce qui, peut marcher, toutes les bonnes initiatives, les bonnes organisations, les bonnes idées, ou plutôt de montrer du doigt ce qui allait pas? D'un côté, il y avait de montrer du doigt ce qui n'allait pas. La consultation nationale, ça a été l'opportunité de chiffrer surtout. C'est important d'avoir des données un peu objectives aussi, de chiffrer. Heu, C'était aussi de pointer du doigt ce qui allait, parce qu'il y a des endroits où ça se passe bien, heureusement d'ailleurs. C'était de valoriser ce qui fonctionnait et de réfléchir de quelle manière certaines initiatives pouvaient être déployées à plus grande échelle. Je pense au centre de prévention travail de l'hôpital Foch, à la maison des soignants de l'association SPS, au centre PEPS de Toulouse, à l'unité prévention promotion de la santé des soignants au CHU de Nice, etc., etc. Et voilà, il y a des endroits où on tente des choses. C'est-à-dire que c'est une réussite à 100%. Mais c'est tenté, il y a des résultats, il y a des données probantes, les gens heu, font évoluer les choses avec plus ou moins de succès, mais il y a des tentatives, et donc c'est important aussi de s'inspirer de ces tentatives pour savoir de quelle manière on peut avoir une démarche beaucoup plus globale. On avait une banque de partage des bonnes pratiques, une sorte de banque qui a été reprise depuis par l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, parce que à nouveau, en France, on a tendance à vouloir réinventer en permanence la roue, alors que la roue tourne depuis 25 ans ailleurs et qu'elle tourne bien. Donc on s'est dit sur ce sujet-là, on était convaincus, et l'expérience nous a prouvé que c'était vrai, qu'il y avait des établissements qui avaient mis des trucs en place depuis 10 ans et c'était super, et tout le monde était content, et les résultats démontraient que c'était efficace. Ça méritait parfois d'être réévalué, un petit peu nettoyé, mais ça fonctionnait. Et donc pourquoi, si ça fonctionne dans tel établissement, pourquoi ça fonctionnerait pas ailleurs? Mmh. Et certaines initiatives surtout n'avaient pas mobilisé beaucoup d'argent, Mmh. mais seulement une réorganisation et un peu de courage managérial. Donc c'était important de regarder ce qui se faisait bien ailleurs et de voir, moi en tant que directeur, moi en tant que manager de proximité, comment je pouvais m'inspirer de ces bonnes pratiques pour essayer de faire soit un copier-coller, soit de réinventer le dispositif avec les spécificités locales. Parce que on parle beaucoup d'établissements, mais il y a aussi un sujet sur les soignants libéraux. Mmh. Bon, bah, ce qui est applicable en établissement, ça l'est pas en ville, parce qu'on travaille soit seul dans son cabinet, soit parce que les maisons de santé sont beaucoup plus petites, et que l'exercice coordonné est pas toujours simple à organiser, et que même le fait de se déplacer au domicile, c'est pas se déplacer en établissement et en service. Donc il y avait une nécessité aussi de repartager ces bonnes idées et de les pondérer. Pas de faire culpabiliser les gens. Tout n'est pas, c'est le message important de ce travail sur la santé des soignants, c'est que
avant, il y avait quand même une vraie part de responsabilité individuelle. On disait aux soignants, bon, si t'es malade, c'est un peu de ta faute. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et progressivement, on est en train de passer à une responsabilité collective. On se dit que finalement, d'abord, c'est pas qu'un sujet de santé au travail, c'est un sujet de santé publique, parce que beaucoup de soignants sont des soignantes, et que on sait que l'offre et l'accès aux soins pour les femmes, quelles que soient leurs origines, c'est compliqué. Mmh. On voit notamment en gynécologie, c'est compliqué d'avoir un gynéco, c'est compliqué d'avoir accès à un dépistage, c'est compliqué voire même d'aller consulter parce qu'il y a de la pudeur, parce que tous les gynécos sont pas forcément exceptionnels, etc., etc. Euh, on sait également que beaucoup de soignantes ont une double vie, donc pas une double vie personnelle, mais ont une double vie parce que et la journée de travail, puis la journée à la maison, parce que beaucoup de soignants sont des mères célibataires, famille monoparentale, donc il faut gérer les enfants, il faut gérer les courses, il faut gérer le ménage. On sait que beaucoup de soignantes ont des niveaux de revenus qui sont plutôt des niveaux de revenus CSP moins moyenne, pas moins mais moyenne. Donc quand on a un pouvoir d'achat moyen, bah, on priorise. Parce que quand il faut payer le crédit de la voiture, le crédit de la maison, les courses, et puis quelques à côté parce que des enfants parfois ça coûte cher, alors on a très vite fait des choix. Et donc sa santé s'est mis de côté. Et puis ensuite parce que chez les femmes, il y a par exemple des biais d'humilité, de modestie, et qui plus est quand on est soignant, Mmh. parce que notre culture professionnelle, elle pèse sur ces biais. Donc, par exemple, c'est un sujet de santé publique. C'est aussi un sujet d'économie de la santé, parce que, et on a une étude actuellement en cours sur le sujet de combien coûte la mauvaise santé des soignants. On doit essayer de faire comprendre au pouvoir public, aux décideurs, que investir dans la santé des soignants, oui, ça coûte de l'argent, mais le retour sur investissement, il est beaucoup plus important, et que c'est autant la préservation de la santé que de la réduction de l'absentéisme, du turnover, c'est de la fidélisation, c'est de l'attractivité, c'est de la qualité, de la sécurité des soins. Il y a des coûts indirects aussi de la mauvaise santé des soignants. Et donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et puis, c'est aussi un sujet de santé au travail, je l'ai dit, parce que bah, le noyau dur, quand on est soignant, c'est la vie au travail, quel que soit le travail, en établissement ou en cabinet. Et donc, on doit beaucoup travailler sur comment on fait de la santé au travail un objet positif. Parce qu'aujourd'hui, quand on va consulter la médecine de santé au travail, c'est qu'on ne va pas bien. Il va pour chercher euh, du soutien, un arrêt, une adaptation de poste. On y va rarement parce que tout va bien. D'ailleurs, on va rarement voir son professionnel de santé quand tout va bien. On doit faire du passage à la santé au travail quelque chose de positif, d'où cette idée d'aller vers, de médiation santé et de promotion de la santé dans les environnements de travail. À l'issue, tu vois, de ce rapport, sans nous refaire, tu vois, le rapport dans son intégralité, mais qu'est-ce qui ressort, en fait? Tu nous as parlé de la santé des femmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un raccourci qui était fait, c'est-à-dire, santé des soignants égale prévention du burn-out. Bon, je pense qu'il y a un peu plus finalement, que ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, hein, pour nous éclairer sur qu'est-ce que ce rapport, tu vois, il a apporté justement à nos politiques? Parce que c'était bien ça le but. Qu'est-ce que vous 3, vous avez pu apporter du terrain, parce que vous avez été sur le terrain, à toutes ces personnes politiques qui peuvent être des fois éloignées quand même de ce qui se passe réellement dans les établissements? D'abord, ce rapport, il est dans la continuité de plein d'autres travaux. La prise de conscience, elle n'est pas franco-française, hein, c'est pas post-Covid que la France s'est rendu compte que ses soignants n'allaient pas bien. En fait, c'est international. Alors déjà, on met le doigt sur un sujet où on se dit finalement, culturellement, sociologiquement, les soignants, on les a assez peu considérés pour ce qu'ils étaient, des êtres humains, avant d'être des loups. Il y a des pays quand même qui s'en sortent mieux, tu as eu l'impression? Non, non. C'est important de le dire, tu vois, je Le, trouve. le, 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 le pays qui a été le plus pionnier, Mmh. c'est l'Espagne, 2015, il y a 11 ans. Pionnier.
avec quelque chose de véritablement fléché, santé des soignants. Ensuite, c'est la France, avec en 2016 le premier plan Prendre soin de ceux qui soignent, Marisol Touraine. Ensuite, c'est l'Observatoire national de la QVCT des professionnels de santé en 2018 par Agnès Buzyn. Ensuite, il y a le Covid. Ensuite, c'est la mission ministérielle. Et puis, c'est tout. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il y avait rien d'autre qui était fait, puisque la prévention des risques psychosociaux, la QVT, une QVCT, etc. Et ça, c'est un mouvement beaucoup plus large Oui. pour l'ensemble des travailleurs. Mais le focus sur les soignants, c'est relativement récent. Donc, ça, c'était déjà de dire que on devait mettre en visibilité cette thématique parce que on a toujours considéré, et c'est un peu maintenant notre mantra, mais dire qu'un professionnel de santé qui va bien, a priori, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. On pourrait dire la même chose pour les cadres. Un cadre qui va bien, c'est un cadre qui manage bien, semble-t-il. Mmh. Voilà, ça va de pair. Et quand on dit soignant, on couvre le large spectre des professions du soin, du social, du médico-social, en activité salariée ou libérale. Ensuite, c'était d'évoquer le fait que, par exemple, on a assez peu de recherches sur la thématique. En 2023, on avait assez peu de recherches spécifiquement dédiées à la santé des soignants. Donc, en fait, on avait du mal à objectiver. Tout le monde le disait, les soignants vont pas bien, il y a du burn-out, il y a des troubles musculo-squelettiques, il y a des maladies professionnelles, des arrêts de travail. Bon, ça, on le sait tout. Moi, j'en ai toujours entendu parler depuis que j'ai commencé à travailler dans ce secteur. Entendu parler. Mais on n'avait pas de vraies données, de véritables données. Et tu vois, il y a un sujet qui commence à un petit peu monter en puissance, c'est celui de la déshydratation des soignants. Et je reparlerai des soignantes, parce que dans l'occurrence, la déshydratation, même minime, elle peut avoir un impact sur les infections urinaires aiguës, qui peuvent devenir chroniques, qui peuvent également avoir un impact sur la fertilité, et qui, au-delà du confort, peuvent se mesurer très simplement. C'est-à-dire que le pipi est foncé, le pipi est clair. C'est très simple. Et le fait de s'hydrater correctement, en fait, c'est pas du tout simple lorsqu'on exerce une activité de soignant. Soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce qu'une gourde, ça peut être lourd, soit parce que le cadre, si je reprends l'exemple du Covid, quand on était sous EPI avec le masque FFP2, changer son masque FFP2, ça voulait dire on jette. Mmh. Quand on n'en avait pas assez, de fait, on met des stratégies en place pour éviter de boire, Mmh. pour retarder le bon moment, etc., etc. Mais d'un petit quelque chose qui peut paraître très commun, oui, l'hydratation, ça va. Oui, mais en fait, in fine, surtout sur des profils des populations jeunes, l'impact à moyen terme, voire à long terme, il est monstrueux. Je pense également à l'alimentation. Aujourd'hui, je regardais encore une revue de littérature sur la junk food chez les soignants. Donc, c'est 46 études qui ont été relues un peu dans tous les sens par une équipe de chercheurs. 60% des soignants consultés consomment de la junk food. Ils consomment pas parce que ils consomment, pardon, de la junk food non pas parce que il y a que ça, mais parfois parce qu'ils savent pas, parfois parce que c'est une réponse émotionnelle, parfois parce que le self propose pas un choix très important de nourriture, ou parfois parce que les plateaux repas, je pense aux équipes de nuit, c'est un yaourt et un morceau de pain. Et donc, on commande, on fait un Burger King ou on fait un Uber Eats. Voilà, on va au kebab du coin parce que c'est le seul truc à proximité et parce que accessoirement, ça te fait du bien. Mmh. Voilà, c'est réconfortant. Bon, et là, on met à nouveau le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que si tu consommes ça, il y a par exemple des profils de dyslipidémie et d'hypercholestérolémie chez les soignantes. Et la femme, la santé cardiovasculaire, on sait déjà qu'elle est un petit peu plus sensible. Typiquement, c'est un moyen de prévenir et de promouvoir la santé cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner le monde si on travaille là-dessus et que toutes les soignantes auront un cœur de biathlète et que tout ira bien pour elles. Mais il n'empêche que si on arrive progressivement à travailler sur ces petits sujets, c'est pas mal. Ça, c'est pour l'individu. Et tout à l'heure, on parlait d'alimentation, les cahiers des charges de l'hôpital pour la restauration collective, peut-être, qui méritent d'être revus. Peut-être
que des distributeurs de nourriture dans les hôpitaux, ça devrait pas être seulement que des barres de Kinder Bueno et de Twix, par exemple. Et donc là, ça va même au-delà du soignant, parce que ça concerne aussi les patients. J'ai toujours été surpris de voir à côté d'un service de gastroentérologie un distributeur de Twix et de Kinder Bueno, Mmh. par exemple. Ou un service d'endocrino, avec des Haribo, quoi. Ah, c'est pas, il y a pas de cohérence. Voilà, exemple. Qu'est-ce que je peux encore te dire comme sujet un peu. Moi, je me permets quand même, tu vois, de rebondir sur le côté déshydratation parce que, enfin, moi, pour l'avoir vécu, tu vois, de manière complètement personnelle, hein, moi, à l'époque, quand je travaillais dans un service de dialyse, donc c'est des plages horaires de 12 heures, enfin 11h45 exactement. Et je me rappelle, alors, c'est au tout début de ma carrière, on avait des bouteilles plastiques qui étaient commandées. Ça, c'était historique, tu vois. On a toujours eu en fait des bouteilles, donc c'était super parce que chaque en fait infirmier, quand il prenait ou aide-soignant, quand il prenait son poste, il récupérait sa bouteille. C'était comme ça. Et puis un jour, on nous a dit non, c'est terminé. Déjà, c'est trop cher. Et puis, c'est pas bon au niveau écologique. On arrête. Et ben, c'est fou. Mais ce jour-là, en plus sur un service de dialyse, c'est quand même le côté un peu utopique, tu vois, de la situation. Je ne sais pas combien d'infirmières, dont moi, ont eu des infections urinaires. Parce qu'en fait, on s'est toutes arrêtées de boire. Toutes. Pendant 12 heures. Et on se finissait, tu vois, je me rappelle très bien encore notre vacation en disant, je crois que je n'ai pas bu un verre d'eau de la journée. Station debout, tu te retiens de faire pipi parce que bien entendu, en 12 heures, le plus souvent, bah, tu vas pas faire pipi, c'est très clair. Et on finissait chez notre néphrologue de garde pour lui dire tu peux me faire une ordonnance parce que là en fait je crois que je me retape une infection urinaire, puis il faisait que nous dire c'est pas possible, le mois dernier t'es déjà venu me voir, je comprends pas. Mais tu vois, déjà à cette époque-là, en fait on n'a pas creusé plus. Alors je dis pas qu'il fallait nous remettre les bouteilles d'eau, hein, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens pour Il y a d'autres que moyens. voilà, mais c'était un sujet. Et je pense que tu vois, mes anciennes collègues qui doivent sûrement m'écouter encore, sont encore dans ce système-là. Et pourtant, comme tu dis, ça pourrait être, je pense, quelqu'un qui nous écoute et qui est extérieur, tu vois, au milieu de la santé pourrait dire: «Mais qu'est-ce que c'est que cette problématique?» On parle vraiment de boire de l'eau, la journée, c'est vraiment ça la problématique? Ben oui, c'est vraiment ça Oui, aujourd'hui. c'est vraiment ça. Tu vois, sur d'autres sujets, si je passe un cran au-dessus, on parlait du niveau intermédiaire entre l'individu et le collectif. Il y a un sujet autour de la grossesse des hospitalières, par exemple, où finalement beaucoup de soignantes, te disent, «Je freine le plus possible l'annonce de la grossesse auprès de ma cadre, parce que la première réponse de ma cadre, c'est plus un soufflement qu'un félicitations». Mmh. Bon. Et finalement, la cadre, elle le fait presque instinctivement parce qu'elle se dit: «Comment je vais gérer mon planning?» Alors que la réponse dans d'autres boîtes, en dehors du secteur de la santé, c'est: «Bravo, félicitations». Formidable. Voilà, je suis très heureux, très heureuse pour toi, c'est formidable. Alors que nous, on souffle. On se dit: «Mince, une soignante, enceinte, à nouveau, elle a pas de blouse. Elle va prendre un triple XL à la fin, qui est pas du tout confortable, qui s'accroche dans les poignées de porte, et qui est pas adapté». Mmh, Ça, aujourd'hui, lorsque tu questionnes les établissements, il y en a peu qui ont des blouses adaptées aux femmes enceintes. mmh, complètement. Ensuite, bon, tu as d'autres sujets. Moi, je pourrais en parler des heures, mais tu vois, sur les aides à domicile, les infirmières libérales, on parle des zoonoses, c'est-à-dire des infections transmissibles par les animaux de compagnie. Quand tu t'occupes d'un patient grabataire qui a son vieux caniche qui pue, parfois, tu es la seule visite auprès de ce patient. C'est-à-dire que le chien, il est plus ou moins sorti, voire même il urine dans la maison et c'est l'auxiliaire de vie qui vient nettoyer les selles. C'est-à-dire que ce chien, il est plus suivi par un vétérinaire. Donc il a plus la couverture vaccinale, il a peut-être plus le vermifuge qui va bien. Sauf que ce chien, il peut peut-être un peu te mordre les mollets, le chat peut te griffer la main. Et ces animaux, ça veut pas dire qu'il faut plus d'animaux domestiques des patients gravataires, mais ça veut dire que ces animaux sont potentiellement vecteurs de maladies. Mais est-ce qu'un jour, dans ta formation d'aide à domicile, d'infirmière ou d'aide-soignant, globalement, les 3 soignants qui vont plus au domicile des patients, est-ce qu'on t'a dit méfiance? Le chien, le chat, puis maintenant, les nouveaux animaux de compagnie qu'on voit de plus en plus, parce que, aujourd'hui, ils ont 50 ans, ces propriétaires de serpents, mais ils auront peut-être un jour 80 ans et donc comment tu gères?
comment tu les gères. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Au même titre que être infirmière libérale dans un îlot de chaleur urbain, qu'on voit beaucoup ici en région parisienne, par exemple, en banlieue. Comment tu travailles en allant dans un immeuble au 13e étage où il n'y a pas d'ascenseur, alors que dehors il fait 45 degrés. Alors déjà même à 18 degrés, je pense que tu es obligé de faire quelques arrêts, mais alors avec 45 degrés, t'as pas bu, hein, parce que accessoirement t'as pas trop eu le temps N'oublions de boire. pas. T'as pas trop mangé parce que t'as pas le temps, Mmh. ou alors t'as mangé un Mars rapidement à la bagnole, etc., etc. Et donc il y a plein de petits sujets comme ça mis bout à bout qui font que, en fait, on a un exercice soignant particulier pour différentes raisons. Parce qu'après, il n'y a pas que les soignants qui travaillent debout, il n'y a pas que les soignants qui travaillent 12 heures, il n'y a pas que les soignants qui sont en face à face avec un public. On pourrait trouver plein de raisons qui font qu'on n'est pas toujours très particulier par rapport à notre population. Mais en revanche, on a quand même des exercices selon les secteurs qui sont très particuliers, au-delà de la confrontation permanente avec la mort, la maladie, la détresse humaine, sociale, qu'on nous on a appelé dans notre rapport les violences symboliques, qui vont au-delà du conflit de valeurs entre ce que j'imagine pouvoir faire en tant que soignant et puis la réalité. Et ça a souvent été mis en évidence par la littérature avec un premier niveau, parce que tu parlais de burn-out, d'épuisement professionnel, qui est celui de la fatigue compassionnelle, fatigue morale. Ça, c'est le premier niveau. Mais on y sera tous confrontés, parce que dans notre formation initiale, on n'est pas formé. Alors, je suis très content parce que j'ai eu nouveau référentiel de formation infirmière. Les facteurs humains en santé, les compétences psychosociales sont intégrées à la formation initiale. C'est déjà un premier pas. Mmh. Maintenant, il faut voir concrètement comment ça va se mettre en place. Mais ça veut dire que la prise de conscience, elle se fait avec beaucoup d'inertie. Je suis d'accord, avec beaucoup de retard, mais elle se fait. Puis après, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres aussi canaux. Je pense au salon infirmier, mais pas seulement. Maintenant, il y a plein d'événements désormais qui ont intégré euh, cette thématique, soit avec une table ronde, soit même avec un programme complet. On parle tout le temps de sujets. Ça a été quoi les suites, tu vois, de ce rapport? J'ai On en j'ai est parlé, j'ai parlé d'inertie, c'était pas pour rien. Euh, bon, tu regardes l'actualité, la vie politique est très dynamique, c'est pas positif cette dynamique. C'est-à-dire qu'on change beaucoup de ministres, très souvent, et pour notre sujet, ça a été le cas. Parce qu'on a rendu notre rapport en octobre pour 2023, Agnès Firmin-Le a quitté le gouvernement en janvier 2024. donc là, tu te dis: «C'est foutu». On s'est dit c'est foutu. On a continué parce qu'on est tenace, donc on a continué à acculturer les cabinets ministériels jusqu'à aujourd'hui. On a pu obtenir 1 an et demi après la remise du rapport, la mise en place du comité de suivi ministériel sur cette thématique, qui est la suite du rapport. C'était l'une de nos recommandations. Et ce comité de suivi, qui a été mis en place en juin 2025, il a pour objectif de traduire nos recommandations dans un plan d'action. Attendu, à date, je n'ai pas de visibilité sur quand devrait être annoncé ce plan d'action, mais normalement d'ici le premier semestre 2026. Donc on peut avoir un espoir. C'est ça que tu veux nous dire? J'ai toujours de l'espoir parce que, au-delà de la volonté politique, parce que je n'ai pas rencontré de ministre qui ne croyait pas. Ce qui est J'ai pas déjà ça. rencontré d'administration qui m'a dit: «Votre sujet est nul, les soignants vont pas plus mal que les autres» ou finalement, bon, bah, quand on est soignant, parce que ça, en revanche, je l'ai entendu parfois du grand public. Quand on fait ce métier, on sait dans quoi on s'engage. Côté administration, on ne l'a pas trop dit, voire jamais. Donc, j'ai bon espoir et plein d'acteurs se mobilisent tout autour et font des choses et ça fonctionne et on avance progressivement. Alors, avec beaucoup d'inertie, beaucoup de frustration. Moi, le premier, je suis un peu frustré parfois parce que j'aimerais bien faire plein de choses, pouvoir être concret dans tous les dispositifs et c'est pas toujours le cas. Euh, donc, on est plutôt dans une stratégie de petits pas, mais mieux vaut peut-être d'y aller petit à petit que d'attendre une révolution, de grands plans financés dans tous les sens, parce que, à vrai dire, aujourd'hui, vu le contexte, j'y crois pas. Mmh. Donc, mieux vaut une stratégie de petits pas qui vaut ce qu'elle vaut, mais en même temps, on arrive à répondre à quelques petits besoins, à commencer à aussi changer la culture professionnelle, à expliquer aux soignants que être vulnérable, c'est pas une fatalité, et que être soignant, ça doit pas excuser le fait de se sentir mal, de vouloir se mettre en retrait, d'avoir des douleurs.
et que avoir une douleur en tant que soignant, bah, c'est pas anodin. Avoir mal au ventre, avoir mal au dos, avoir mal à la tête, avoir mal à l'épaule, c'est pas anodin et c'est pas parce qu'on est soignant qu'on doit s'accrocher. Même si on a un peu de culpabilité en se disant: «Bah, si je m'arrête, mes collègues vont devoir travailler plus». Mmh. Donc il y a plein de petits sujets comme ça qui avancent. Moi, je suis assez content malgré tout, de la manière avec laquelle on arrive à poser des mots sur des situations, à objectiver avec de la recherche, à valoriser des initiatives qui fonctionnent et à commencer à instiller, parce que depuis 2023, je trouve que le sujet commence à bien s'installer et à expliquer aux soignants tout simplement que désormais, ça doit être la priorité avant de s'occuper de la santé, des autres. Tout simplement inspiré du modèle de l'aéronautique, hein. Si tu as déjà pris l'avion, Mmh. quand on te passe les consignes, on te dit: «Avant de vouloir mettre le masque à oxygène sur le voisin, tu te le mets d'abord à toi». Ça doit vraiment être notre leitmotiv quand on est soignant. Avant de vouloir, s'occuper de la santé, du patient, on s'occupe d'abord un peu de soi. On est égoïste, hélas, mais c'est comme ça. Parce que on sera forcément en meilleures conditions et que quand on a mal au dos, quand on se sent pas bien, quand on pleure, on sait bien qu'on n'est pas à 100%. On n'est pas tout à fait connecté et dans les armées, c'est le même sujet. Un militaire qui a mal au dos, il porte pas son sac. Un militaire qui pleure, il porte pas une arme. Ça doit vraiment être notre leitmotiv parce qu'aujourd'hui, rien n'empêche une infirmière de pleurer dans le vestiaire, de mettre sa blouse et d'aller bosser. Donc ça, tu vois, enfin, c'était la question que je voulais te poser. Au niveau individuel, tu dirais quoi comme truc simple, tu vois, à un soignant? Tu viens de nous le dire, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai le droit et il faut que je prenne soin de moi avant. Mais de manière plus collective, tu vois? Heu, je suis cadre d'un service, je manage, des soignants ou je suis directeur d'un hôpital ou je suis DRH. C'est quoi, les trucs qu'il faut faire? Des choses simples que tu as pu voir et qui peuvent aider là, tu vois, de suite concrètement? Parce que je pense que, tu vois, les soignants qui nous écoutent ou les directeurs, c'est dur pour eux l'inertie quand même. Moi, je pense que ça peut les mettre en colère de se dire, «On n'y arrive toujours pas, on n'a toujours pas de solution, on n'a toujours pas de clé». Qu'est-ce que eux ils peuvent faire à leur niveau? Pour les cadres, de santé, je suis intervenu lors du congrès, des cadres, l'an dernier, et c'était la question. C'était: «Oui, mais bon, OK, c'est bien gentil, mais concrètement, moi, tous les jours, je suis face à des soignants, qui râlent et c'est normal, je fais face à l'absentéisme, tant bien que mal, j'essaye de bricoler une organisation de travail qui tient à peu près la route, donc ma vie, c'est de l'opérationnel et j'ai le nez dans le guidon, donc moi, aujourd'hui, j'ai une aide-soignante qui vient dans mon bureau et qui pleure, qu'est-ce que je fais?» D'abord, moi, je leur ai dit: «Mon premier conseil, c'est, vous n'êtes pas soignant. Même si vous êtes, de formation initiale, professionnel de santé, quand vous êtes cadre, vous n'êtes pas soignant». Et pour moi, un cadre, il doit avoir une boîte à outils. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Il y a plein de choses. Et le premier outil, selon moi, notamment par exemple dans le cas où il y a une détresse psychologique, sont les plateformes d'écoute psychologique. Il y en a 21 qui existent aujourd'hui. Avoir un ou 2 numéros dans son bagage, à conseiller ou à donner, voire même appeler avec, son agent cette plateforme d'écoute, c'est une première réponse. C'est une réponse immédiate et en même temps, on confie son agent à des professionnels. Mmh. On se détache de l'affect et puis, de la difficulté qu'on pourrait avoir, dans ce genre de situation. Par exemple, les plateformes d'écoute psychologique. Un numéro qui me vient, c'est celui de la plateforme d'écoute de SPS, qui est gratuit, qui est accessible, tapez numéro vert SPS sur Google, vous l'avez immédiatement. Donc il s'agit pas de faire non plus d'énormes recherches, de fouiller internet, non. Numéro vert SPS sur Google, je vous invite à le faire en direct. Vous allez trouver le numéro, vous le mettez dans un coin sur un post-it sur l'écran de l'ordinateur et vous l'avez. Typiquement, pour moi, c'est un premier niveau de réponse. Ensuite, pour les directeurs d'établissement, moi, j'ai des initiatives qui sont, remontées de la part de directeurs d'établissement, qui sont des choses très concrètes et notamment une directrice d'établissement, je citerai pas son établissement, mais je trouve que l'initiative est bonne. Elle s'est dit: «Mais dans mon hôpital, en fait, j'ai toutes les ressources en interne. J'ai tous les soignants, Mmh. j'ai tout le plateau technique. Qu'est-ce que ça me coûte de mobiliser l'ensemble de mon établissement en disant: "OK, c'était à l'occasion de la semaine QVCT. Pendant une journée ou une semaine, je me souviens plus exactement, mais en tout cas pendant un temps donné, elle a organisé des consultations dédiées aux soignants.
en mobilisant l'ensemble de son hôpital. Ça coûte 0, parce que l'expertise est là, parce que les plateaux techniques sont, entre guillemets, à disposition. C'est de l'organisation. Alors, ça coûte du temps, ça a de la valeur de fait, mais c'est de l'organisation. Et le premier verbatim qui nous a été remonté à l'occasion de la mission ministérielle, c'est pas tant un sujet d'argent, c'est pas tant un sujet de reconnaissance, même si ça faisait partie du top 3. Hein. Le top 3, c'était organisation du travail, en premier lieu, reconnaissance et rémunération. Donc, c'est comment on travaille sur l'organisation du travail. Je pense pas qu'il y ait la bonne solution, parce qu'à vrai dire, il y a eu la grande mode, et ça commence un peu à se tasser, mais la grande mode des 12 heures, que j'ai moi-même connue, que j'ai moi-même pratiqué, que j'ai moi-même aimé. Mais aujourd'hui, on sait que ça a quand même un impact sur la santé, travailler 12 heures. Même si c'est confortable quand on est un jeune soignant, par exemple, quand on a des contraintes externes, parce qu'on travaille beaucoup moins, qu'on concentre son temps de travail. Euh, mais il y a des services qui tournent comme ça, et ça va à tout le monde. À l'inverse, il y a des secteurs où c'est plus compliqué, où la prise en charge est beaucoup plus technique, et donc elle nécessite aussi d'autres espaces. Euh, la notion du briefing, du débriefing, par exemple, il y a des établissements qui ont mis ça en place. Alors plutôt le débriefing que le briefing, mais le débriefing, qui n'est pas un temps de transmission clinique, c'est un vrai débriefing. Alors ce sont plutôt des services comme les soins palliatifs, où il y a une vraie culture aussi de la parole. C'est important de verbaliser, c'est important de parler, c'est important de faire collectif, parce que être tous les jours confronté à la mort, c'est pas simple, et donc c'est important que les gens puissent le verbaliser. Euh, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, alors quoi qu'on en pense, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans certains établissements, ils ont mis en place des espaces de discussion sur le travail, qui démontrent. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, et l'effet n'est pas mesurable sur le court terme, hein, dans les 2 semaines, mais ça commence à fonctionner, ça commence à la mayonnaise. On parlait de mayonnaise tout à l'heure, ça commence à prendre. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on se dit qu'on est obligé de réinstitutionnaliser des choses qui devraient normalement couler de source. Hors parole, les temps de collectif, les temps de cohésion. Moi, c'est vraiment pour moi, mon étonnement. Si je prends ma casquette de chercheur, c'est ce qui m'étonne le plus. Parce que si je fais parler avec l'armée, la cohésion, c'est fondamental. On parle beaucoup de cohésion, de fraternité d'armes, etc. C'est pas des jolis mots qui font beau sur les supports de COP de l'armée de terre. C'est réel, c'est vrai. C'est naturel, on se pose pas de questions. Et là, on est en train de réinstitutionnaliser ces espaces de cohésion, parce que, à vrai dire, c'est ce qui permet aussi de faire tenir une équipe. Ensuite, parler de reconnaissance. Là aussi, c'est un sujet qui est à prendre collectivement. Et la reconnaissance, elle vient pas que de l'employeur. Aujourd'hui, un patient qui tabasse un médecin parce que le médecin lui refuse un arrêt de travail, ou lui refuse une prescription, peu importe, ça pose question de la reconnaissance. Quelle est la valeur que l'on donne à nos soignants dans notre société? Alors après, on peut trouver plein d'excuses, hein. Il n'y a pas assez, souvent quand on en parle, on dit: «Oui, mais peut-être que le patient, il est atteint d'une pathologie mentale, et donc parce qu'il n'y a pas assez d'offres». Oui, mais après avec des si, on peut reconstruire beaucoup de choses. Mais à vrai dire, aujourd'hui, quand on questionne, et notamment quand on regarde les chiffres de l'Observatoire national des violences en santé, beaucoup de violences dans le secteur de la santé euh, proviennent des patients souffrant de pathologies psychiatriques ou de troubles neurodégénératifs. OK, mais c'est pas 100%. Et si les gens arrivent à traiter les 15-20% d'usagers dont on sait pas trop pourquoi, alors ils sont frustrés parce qu'ils attendent, parce que le temps est long aux urgences, et donc on revient sur la thématique, par exemple, de l'organisation du travail, etc., etc., etc. Euh, mais moi, j'ai le souvenir, enfant, euh, d'avoir passé beaucoup de temps dans les salles d'attente de médecins. Parce que le médecin prenait du temps, il a du retard, puis il a une urgence ailleurs, et puis, au lieu d'être prêt à 10 heures, on est prêt à 11 heures. Est-ce que ma mère a arraché les radiateurs à la salle d'attente? J'ai pas le souvenir non plus. Ou est-ce qu'elle lui a balancé un Magaluf dans la tronche? Non plus. C'est parce que ma mère, et puis tant d'autres, elle fait partie d'une génération de médecins, et c'était un notable dans la commune, il avait une valeur, et puis c'était quelqu'un d'important. C'est presque un peu entre le confident, le psychologue, le médecin, il connaît l'histoire de tout le monde, et donc il avait une valeur. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de médecins nous disent avant on m'appelait docteur, maintenant on m'appelle monsieur, madame, par exemple. Voilà.
Donc, on doit impliquer tout le monde, tous les niveaux, et l'usager aussi, c'est très important. Euh, et la manière avec laquelle on reconnaît nos soignants, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en considération. Et enfin, le dernier sujet, celui de la rémunération, bon, ça va de pair avec la reconnaissance. Euh, mais une fois qu'on aura traité l'organisation du travail et la reconnaissance, on pourra se dire que euh, s'il nous reste qu'à traiter la rémunération, qui est un sujet très important, et j'ai une pensée pour les libéraux, pour les infirmières qui sont en plein dedans, je vois les passer les messages sur les réseaux sociaux, mais si on arrive déjà à traiter ces deux premiers niveaux, on pourra en fait se concentrer à 100% sur la rémunération. Complètement. Moi, j'ai une question, Alexis. Est-ce que, toi, il y a un moment où tu as vacillé? Si, oui, bien sûr. Je réfléchissais, mais oui, bah oui, j'en ai même parlé dans le premier bouquin que j'ai écrit. J'étais jeune aide-soignant, et donc entre le diplôme et l'entrée dans l'armée, il s'est passé quand même quelques mois. Pour gagner ma vie, je faisais des remplacements, et je travaillais de nuit aux urgences, et il se trouve que l'aide-soignant des urgences s'occupait aussi de la morgue. Donc on était souvent appelés pour aller récupérer des patients décédés et les emmener à la chambre. Euh, et puis donc un soir, on m'appelle, on me dit est-ce que tu peux venir? On a un décès, c'était en soins palliatifs, très bien, correct. Je monte, et l'infirmière en pleurs, les soignantes en pleurs, chose rare parce que elles avaient l'habitude, c'était leur service, et ça veut pas dire qu'elles étaient dures, mais elles avaient l'habitude, et donc bon, elles appréhendaient la mort différemment, elles avaient accompagné les patients comme ça sur radio, mais là vraiment je sentais l'ambiance, mais alors lourde de chez lourd. Bon, j'entre dans la chambre, je reconnais le patient, c'était un enfant qui avait été accepté, que j'avais vu aux urgences vivant, qui avait été accepté exceptionnellement par le médecin, parce que la mère, qui était dans une situation sociale particulièrement dégradée, elle ne trouvait pas de solution, et que elle ne pouvait pas se déplacer jusqu'au CHU. À la maison, c'était compliqué, l'achat d'aide, c'était compliqué, enfin, tout était compliqué, et qu'elle est presque venue implorer l'hôpital en demandant une place. Et le médecin acceptait. Parce que de toute façon, il avait bien compris que l'enfant allait plus, il restait plus beaucoup de temps à vivre, et elle acceptait de l'hospitaliser. Donc, j'ai reconnu l'enfant qui s'appelait Alexis. Donc, c'est pour ça que voilà, je savais bien, et je mets l'enfant dans chaque mortuaire, et je descends à la mort. J'avais donc 19-20 ans. J'étais plutôt jeune, et c'était mon premier décès d'enfant. C'était le ça d'ailleurs. J'ai plus vu d'enfant décédé. Je me revois assis dans la morgue en train de pleurer. Et je suis laissé déborder. Ouais. Parce que je suis fils unique, donc j'ai pas de frères et sœurs. Mais je sais pas, je me suis laissé déborder, et oui, j'étais jeune, peut-être pas assez préparé, ou peut-être fatigué ce jour-là, ou peut-être un peu stressé. Enfin, il y a sans doute plein de raisons qui ont fait que j'ai pleuré, mais oui, j'ai pleuré. Et après, il y a d'autres situations qui font que on se sent forcément, on se projette. Mmh. Donc, j'ai eu des camarades blessés en opération extérieure qui avaient le même âge que moi, et que certains devaient se marier au retour de mission, et puis ils reviennent avec un bras, une jambe en moins et le visage complètement défiguré. Forcément, on se projette. Mais il y a un peu plus de distance. Pourquoi aujourd'hui enfin, tu continues, tu vois, à t'engager, ça tu nous l'as évoqué, tu vois, c'est difficile, il y a beaucoup d'inertie, on a une certaine instabilité politique aujourd'hui, qui est complexe. Qu'est-ce qu'est-ce qui te fait continuer? Et pourquoi tu continues, tu vois, à t'engager là-dedans, à te battre pour, justement que les choses avancent? Bah, d'abord parce que je crois que si on veut un système de santé qui soit résilient, alors c'est un joli mot, mais en réalité, concrètement, si on veut qu'il soit résilient, il faut qu'il y ait des soignants. Il faut qu'on ait des soignants en bonne santé. Euh, et pour qu'ils soient en bonne santé, ben, il faut s'occuper d'eux. Mmh. Et s'occuper d'eux, ça passe, alors on l'a dit, à un niveau collectif, puis à un niveau individuel. Et donc, je vois compte. Chaque personne qui a cette capacité de porter la bonne parole à qui de droit, ben, elle doit le faire. Mmh. Euh, et moi, aujourd'hui, alors souvent, c'est un peu la remarque, hein, parce qu'à vrai dire, en tant qu'infirmier, j'ai pas exercé. Mais moi, je me sens pleinement infirmier dans tout ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de m'occuper de mes collègues, et donc je fais du soin. Même si je change pas de pansement et que je passe pas de perf, c'est du soin. Parce que quelque part,
porter la voix, faire du plaidoyer sur cette thématique, si personne d'autre le fait, on restera toujours au même point. Alors, Mmh. j'ai j'ai la modestie de me dire que je suis pas le seul à le faire, donc il y a plein d'autres acteurs qui le font et heureusement, je suis pas tout seul, mais chaque voix compte. Et donc à tous les niveaux, on doit cette capacité d'aller chercher les bons interlocuteurs, d'acculturer les décideurs, le grand public et les professionnels de santé eux-mêmes, et d'ouvrir la voie également à de la recherche. On parle beaucoup de recherche infirmière, beaucoup de recherche en soins. Je suis convaincu que notre expertise d'infirmier et l'expertise paramédicale dans son ensemble, elle peut être promotrice de la recherche sur la santé des soignants parce que elle est pluridisciplinaire. Et je l'ai dit pendant notre échange, c'est pas qu'un sujet de santé au travail. Et si on arrive à traiter, par exemple, de la thématique des affections urinaires, sur la déshydratation parmi les soignantes, on ouvre aussi la porte à d'autres secteurs. Mmh. Parce qu'on parle des policières. Ouais, quand t'es policier, t'as peut-être pas forcément le temps, quand tu dois gérer une manif ou quand tu es en intervention, de boire. Mmh. Sauf qu'il y a de plus en plus de femmes chez les policiers. Quand t'es pompier, c'est la même situation. Il y a de plus en plus de femmes chez les pompiers, etc., etc. Quand on parle de troubles musculo-squelettiques, je pense au SMAIL pour les professionnels qui bossent au bloc opératoire. Il n'y a pas que il y a pas que les soignants qui portent de mauvaises godasses. Ils ont besoin d'une paire de semelles. Parce que dans 10 ans, 15 ans, ils souffriront de lombalgite, puis à terme, ça sera des troubles musculo-squelettiques, et quand ils auront 70 ans, ils pourront plus plier. Mmh. Voilà. Ça a quand même un impact, ce sujet de la santé des soignants. On ouvre une porte sur d'autres secteurs, et donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important, je crois. Alexis, on arrive à la fin de cet épisode. Heu, Déjà, tu vois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, et qui auraient envie d'échanger avec toi ou de te poser des questions peut-être plus précises, comment on peut te contacter? Sur LinkedIn, parce que j'ai pas d'autres, enfin si, j'ai un Facebook, mais il est privé. Sur LinkedIn, avec plaisir, et je suis toujours disponible. J'essaye de me rendre disponible. Alors parfois je réponds avec un peu d'inertie, à mon tour aussi de mettre un peu d'inertie dans les réponses. Je réponds avec un peu d'inertie, mais je réponds, j'essaie de répondre, parce que, je l'ai dit, je suis infirmier, je suis un soignant. Je suis pas politique et j'ai aucun problème à évoquer tous les sujets. Et au contraire, je crois que c'est en faisant œuvre collective qu'on arrivera à avancer, à faire des choses. Donc, je suis toujours disponible pour échanger, m'impliquer dans des projets. J'ai souvent des étudiants qui me posent des questions sur leur mémoire, et c'est positif. Ça veut dire aussi que ça commence à titiller du côté de la recherche, c'est bien. Donc, je suis disponible sur LinkedIn. Donc, mon LinkedIn, c'est mon prénom et mes noms. On mettra tout en description de toute Voilà. façon. Il y a une question qui est un peu rituelle dans ce podcast. J'aimerais savoir si tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode. Ça peut être un professionnel de santé, ça peut être quelqu'un, qui est dirigeant d'une start-up, mais en tout cas, une personne qui, travaille dans la santé ou qui gravite autour de la santé et qui te paraîtrait en tout cas pertinent et légitime à ce micro. Alors, je pense à quelqu'un parce que c j'ai été décoré récemment au moment du tournage de ce podcast par l'Ordre national du mérite, et la personne qui m'a remis la médaille, c'est une infirmière, une des premières chercheurs en France, qui s'appelle Isabelle Fromentin, et qui travaille à l'Institut Curie, qui a beaucoup travaillé dans le champ des plaies, des cicatrisations et du cancer. Pour moi, c'est une personnalité hyper inspirante parce que, au-delà d'être infirmière, les projets qu'elle porte, c'est de la recherche, mais en même temps, c'est hyper concret. C'est vraiment le quotidien travail quand on est à l'hôpital. Une plaie qui pue, une plaie qui fait mal, une plaie qui n'est pas esthétique, etc. C'est le quotidien, quel que soit le métier. On n'a pas besoin d'être infirmier pour sentir une plaie. On n'a pas besoin d'être infirmier pour voir que la plaie est pas esthétique. Et l'accompagnement du patient, il se fait à tout niveau. Pour moi, c'est, je trouve, le plus beau champ de recherche aujourd'hui, c'est chez Isabelle Fromentin, avec ses plaies, ses cicatrisations, et avec tout ce qu'elle fait aussi pour le confort de ses patients atteints de cancer, qui pour certains ont des plaies qui ne guériront jamais, Mmh. qui sont invalidantes au quotidien.
C'est noté pour Isabelle Fromentin. Je te remercie. Moi, tu sais que tu m'as été recommandé. Alors, l'épisode, c'est marrant parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais Marine Crest, que j'ai eue il y a quelques semaines, et j'ai enregistré l'épisode dans le cadre du podcaston. Et donc, c'est un épisode qui sortira en mars. Et en off, elle m'a dit, il faut absolument que tu aies Alexis aussi sur ce micro. Donc, je la remercie un peu en avance parce que cet épisode sortira avant, justement. Mais moi, c'était un plaisir en tout cas de t'avoir, d'avoir pu aussi parler de ton parcours, parce que je pense qu'il est très inspirant, du terrain. Je trouve que le côté militaire, c'était intéressant aussi, tu vois, que tu nous expliques un peu comment ça se passe, parce que c'est souvent, comme tu le disais très bien au début, c'est assez inconnu. On ne sait pas qu'on peut être aide-soignant, militaire, infirmier militaire. C'est pas trop des choses dont on parle, je pense, en tout cas pendant nos études. Moi, en tout cas, s'il y a une chose que je retiens, tu vois, de notre échange, c'est que clairement, aujourd'hui, la santé des soignants, c'est pas un sujet périphérique, c'est pas un confort, c'est pas un bonus. Je pense que ça doit être aujourd'hui un pilier du système de santé. Et en tout cas, tu vois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit des soignants, des cadres, des directeurs, la santé des soignants, c'est pas un sujet secondaire. C'est vraiment une responsabilité collective, et comme je l'ai dit en intro, un système de santé solide, je pense qu'il doit commencer par des soignants qui tiennent debout. Et ça, je crois que c'est ce que tu as pu en tout cas nous expliquer tout au long de notre échange, et je te remercie pour tout ça, et puis pour ton combat que tu mènes pour nous, pour tous les soignants. Merci Alexis. Merci Marie-Noëlle. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noëlle et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.